Désormais, vous n'êtes plus seul. Si vous êtes victime de VSBZ, c'est-à-dire violence sexuelle basée sur le genre, le centre d'accueil unique Bintassar, mis en place par l'organisation, la coopération belge, Enabel, est désormais à votre disposition dans la région de Kaolack. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre chaîne Univers 18 TV, la chaîne des leaders. Dans votre podcast, aujourd'hui, nous allons parler de VSBZ, les violences sexuelles basées sur le genre. La région de Kaolack en est une parfaite illustration. Alors, nous avons auprès de nous, en face de nous, un expert en genre, un sociologue, Monsieur Abdoulaye Cissé, expert en genre au niveau de Enabel, qui va partager ces moments avec nous, qui va également nous parler du centre d'accueil unique Bintassar. Monsieur Abdoulaye Cissé, encore un plaisir de vous retrouver parmi nous. Bonjour Alassane, bonjour chers téléspectateurs de Univers 18 Safar. Alassane, c'est toujours un plaisir pour nous de nous entretenir avec vous, d'échanger, de discuter, parce que tu as la manie d'aborder des thématiques essentielles et importantes. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de parler, de discuter d'une thématique de société, voire d'une thématique sociétale, en l'occurrence, les violences sexuelles basées sur le genre. Comme tu l'as dit tout à l'heure dans tes propos liminaires, à Kaolack, nous avons l'honneur d'avoir un centre de prise en charge holistique et intégré, exclusivement dédié aux victimes et survivantes de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Et je pense que, je prie en tout cas pour que cette émission, pour que cet échange, ce podcast, soit utile à tous ceux qui auront l'opportunité et la chance de l'écouter, voire de le visionner. Je pense qu'au fil du débat, nous allons revenir de long en large sur le processus de mise en place de cette structure, mais également sur les différentes offres de services qui sont quand même disponibles. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Abdoulaye Cissé. Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs de Univers 18 TV, laissez-vous emporter par le vent de la connaissance avec Monsieur Abdoulaye Cissé, qui va échanger avec nous dans les méandres de la logique et de la région. Alors, Monsieur Abdoulaye Cissé, le centre d'accueil unique Bintassar, un centre de prise en charge holistique des VBG ou des VSBZ, violences sexuelles basées sur le genre. D'abord, le nom Bintassar. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce centre est nommé Bintassar? Mais ça va être un énorme plaisir de revenir sur le nom, voire la dénomination du CAU de Kaolack. On a l'habitude d'appeler CAU. À chaque fois que vous entendez parler des CAU, sachez qu'il s'agit en réalité du centre d'accueil unique, donc qu'on appelle CAU. Pourquoi le nom de Bintassar? Je pense que les habitants de Kaolack, les femmes en particulier, les jeunes également, connaissent Madame Bintassar Ly, une ingénieure hydraulicienne, présidente fondatrice de l'ONG APROFES, Association pour la promotion de la femme sénégalaise, fondée en 1987, pour véritablement venir au chevet des femmes. Alors, en 1992, il s'est passé un événement spécial à Kaolack. Et au niveau international, on en parle. Il y a des thèses de doctorat, des maîtrises qui sont écrites en fait sur l'ONG APROFES et sur le point d'écoute et d'orientation à travers l'affaire d'Okinyas qui s'était passée en 1992. Il s'agit en fait d'une femme qui avait été battue à mort par son épouse, qui appartenait à l'époque à une grande famille religieuse ici à Kaolack. Et en première instance, donc, le juge a été véritablement très clément par rapport à l'auteur de cette agression, parce que la dame a été battue et mort s'en est suivi. En première instance, on avait convoqué des circonstances atténuantes pour condamner à la peine minimale. Alors, sous l'égide de l'ONG APROFES, des femmes se sont réunies, ont appelé à une très forte mobilisation pour rester en justice en seconde instance.
Et ce n'est qu'en seconde instance où la peine maximale a finalement été prononcée. À l'époque, c'est Mme Binta Sarli qui avait porté ce combat. Et finalement, l'auteur a été condamné à l'époque à 10 ans de prison. Wow. Je rappelle tout simplement qu'en 1992, le viol n'était considéré que comme un délit. Maintenant, c'est un crime depuis 2020 avec la loi 2020-05. Donc, au sortir de ce procès, Mme Binta Sarli avait pensé qu'il serait utile d'assister les femmes, de leur offrir un cadre d'écoute, d'orientation et d'accompagnement. Et 1 an plus tard, en 1993, Mme Binta Sarli a mis en place au sein de l'ONG APROFES un point d'écoute et d'orientation exclusivement dédié aux victimes et survivantes de violences sexuelles. C'était une première à Kaolack, pour ne pas dire une première au Sénégal. Une structure mise en place exclusivement dédiée à l'écoute, à l'orientation, à l'accompagnement des survivantes de violences, c'était une première. Alors, quand il s'est agi de mettre en place le CAU de Kaolack, construit par la coopération belge, mais pour le compte du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Madame le ministre Maïmouna Dièye avait jugé utile de donner le nom du centre à Binta Sarli, qui a été une pionnière par rapport à la lutte contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre dans la région de Kaolack. On ne pouvait pas trouver meilleure personnalité que Madame Binta Sarli. Et je pense que cette dénomination, toute la population kaolackoise en est fière. C'est une forme de reconnaissance pour la coopération belge, mais également pour le ministère de la Famille, donc de donner ce nom à Mme Binta Sarli. Voilà les raisons pour lesquelles, avec véritablement le plaidoyer des autorités administratives locales, des autorités territoriales, en l'occurrence le conseil départemental, l'ONG APROFES qui est là. Donc, il y avait un fort plaidoyer de toutes ces autorités pour qu'on puisse donner véritablement le nom du CAU de Kaolack à Mme Binta Sarli. Et le ministère a donné un coup favorable à ce plaidoyer. Et finalement, donc, le CAU de Kaolack porte désormais le nom de Mme Binta Sarli, une pionnière en matière de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre dans la région de Kaolack. Une pionnière dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, Mme Binta Sarli, fondatrice de l'ONG APROFES en 1987, ici dans la région de Kaolack. Elle mérite bien ce nom. Elle mérite bien ce nom. Maintenant, on s'est réveillé un jour, on a vu un centre bien équipé, d'abord bien construit et bien équipé. Monsieur Abdoulaye, est-ce que le centre, le processus a été une baguette magique? Avez-vous rencontré des difficultés en tant qu'organisation avant la création de ce centre? C'était pas du tout facile, Alassane, il faut le dire. Cela a connu quand même un long processus, d'abord depuis 2017, durant la phase de formulation du programme de portefeuille bilatéral devant lier la République du Sénégal et le Royaume de Belgique. Donc, les autorités administratives au niveau stratégique avaient pensé qu'il serait utile de mettre en place des centres de prise en charge exclusivement dédiés aux victimes et survivantes de violences. Et à l'époque, l'État du Sénégal avait un document stratégique qu'on appelait le PAN-VBG, le Plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains. Et dans ce document stratégique, il était intégré la mise en place de centres de prise en charge multisectoriels au niveau des régions et au niveau des départements. Donc l'État du Sénégal avait véritablement une ambition de mettre en place des cadres d'écoute et d'orientation dédiés aux victimes et survivantes. Et comme à l'époque, on était en phase de formulation d'un nouveau programme devant lier nos deux pays, alors la coopération belge a saisi la balle au rebond et s'est engagée en ce qui le concerne, au moins dans ces 3 régions d'intervention, de mettre en place des centres de prise en charge. Donc, de la même manière que nous l'avons construit à Kaolack, nous l'avons également à Fatick et à Kaffrine, puisque la coopération belge intervient dans la zone centre au niveau de ces 3 régions. Le processus a été long. Nous avons traversé différentes étapes. D'abord, la formulation, l'acceptation par les 2 pays, la signature de l'accord de partenariat. Ensuite, maintenant, la phase de mise en œuvre. Et cette phase de mise en œuvre a été effective, réussie, grâce à l'adoption d'une approche participative, sous l'autorité d'abord des autorités administratives, en l'occurrence les gouverneurs des régions qui ont porté le combat,
avec la mise en place de ce qu'on appelle un comité de pilotage régional. Et c'est ce comité de pilotage régional qui regroupait l'ensemble des chefs de services régionaux qui travaillent sur la thématique des violences sexuelles et des violences basées sur le genre. Après la mise en place de ce cadre au niveau stratégique régional, nous avons également mis en place ce qu'on appelle un GTM, un groupe de travail multisectoriel. Et cette fois-ci, le groupe de travail multisectoriel regroupe l'ensemble des acteurs qui interviennent directement donc, sur la cible, en l'occurrence les victimes et survivantes de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Et c'est ce groupe de travail multisectoriel qui a réfléchi sur le modèle. Mais en amont, il y a eu une discussion entre les deux ministères parce que le centre appartient certes au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, mais il est implanté dans une structure de santé. Et les deux ministères, donc, ont convenu effectivement de trouver un accord, de trouver un espace au niveau des structures de santé identifiées. À l'époque, on avait ciblé l'hôpital régional et le centre de santé. Et finalement, après échange, il a été retenu de construire le centre d'accueil unique au niveau donc du centre de santé de Kasnack, avec véritablement l'appui et l'accompagnement du médecin-chef de district, en l'occurrence Dr Nien Sek. Et après donc cette décision prise de mettre le centre au niveau du centre de santé de Kasnack, le groupe de travail a réfléchi sur un modèle. Maintenant, quel doit être le modèle de centre de prise en charge que nous préconisons au Sénégal? Comme le centre est construit pour le compte du ministère, le ministère avait déjà fait ce qu'on appelle des visites de benchmarking en Corée du Sud, au Rwanda. Mais également, la Belgique a une expérience en matière de mise en place de centres de prise en charge holistique. Et en 2023, avec le ministère de la Famille, avec les autorités du centre de santé, en l'occurrence Dr Niensek, et l'équipe technique de Enabel, nous avions effectué une visite de benchmark en Belgique, où on a eu la chance et l'opportunité de visiter 3 centres de prise en charge holistique. Le centre de Bruxelles, qui est implanté au niveau de l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Ensuite, on est allé à Gand, à l'université de Gand, mais le centre est installé au niveau de l'hôpital de Gand. Et ensuite, à Anvers, où on a eu la chance de visiter la Family Justice Center, qui est également un centre de prise en charge dédié aux victimes et survivantes de violences. Donc, c'est un long processus. À la suite maintenant de ces différentes visites de benchmark, il a été décidé d'aller maintenant vers la mise en place, vers l'élaboration plutôt du modèle de CAU. Mais faire un modèle de CAU, effectivement, qui sera adapté par rapport au contexte local sénégalais d'abord, kaolackois ensuite. Il ne s'agit pas simplement d'aller au Rwanda et de faire un copier-coller. Il ne s'agissait pas d'aller en Corée du Sud pour faire un copier-coller. Il ne s'agissait pas non plus d'aller en Belgique pour venir faire un placard systématique du modèle belge. Non, nous avons fait une triangulation de ces différents modèles. Et sur la base de cette triangulation, il a été décidé d'élaborer un modèle qui sera un modèle sénégalais, qui sera un modèle kaolackois. Et là aussi, l'apport et l'accompagnement du groupe de travail multisectoriel ont été déterminants. Le groupe de travail nous a accompagné également les chercheurs qui avaient mené cette étude, donc pour aller vers l'élaboration d'un modèle. J'ai parlé tout à l'heure d'universitaires et de chercheurs. Cela veut dire tout simplement qu'en amont, il y a également une étude socio-anthropologique qui a été réalisée dans la région de Kaolack pour voir quels sont en réalité les déterminants qui favorisent la commission de violences, en particulier de violences basées sur le genre. Et au terme de cette étude socio-anthropologique, un premier modèle a été proposé par les chercheurs. Je peux les citer, il s'agissait en réalité de l'Université catholique de Louvain, une université belge, mais également de l'Université de Gand et du CEFOREP, le Centre régional de formation et de recherche le Centre régional de formation, de recherche et de plaidoyer en santé de la reproduction, qui est une institution académique basée ici au Sénégal, à l'Université de Dakar, en l'occurrence au niveau de la chaire de gynécologie de l'hôpital de Dantec à l'époque. Donc, c'est cette institution qui nous a accompagnés par rapport à l'adaptation du modèle, mais également avec une forte implication des membres du groupe de travail multisectoriel qui regroupe l'ensemble des services techniques déconcentrés qui travaillent sur la thématique des violences sexuelles basées sur le genre.
Et c'est au terme véritablement de tout ce processus que finalement, le centre a été construit au niveau du centre de santé de Kasnack, où il y avait également une expertise avérée en matière de prise en charge des victimes et survivantes, à travers notamment la maîtresse sage-femme, Madame Dick, que je salue au passage, qui quand même avait pesé de tout son poids par rapport au choix final de mettre le centre au niveau du centre de santé de Kasnack. Au plan international également, il a été démontré par des études scientifiques, mais également par nos différentes visites de benchmark à l'étranger, que dans tous les pays, les centres de prise en charge holistique sont construits dans des structures de santé. Parce qu'il a été scientifiquement démontré que souvent le premier besoin de la victime de violence, c'est un besoin de prise en charge médicale. On préconise la prise en charge dans les 72 heures. Et pour que cette prise en charge dans les 72 heures soit effective, il faut impérativement que le centre soit à proximité d'une structure de santé, pour non seulement lever les urgences médicales, mais également pour pouvoir prélever les éléments de preuve médico-légale et de bien les conserver pour la suite maintenant du processus de prise en charge. Voilà, Alassane, globalement, le processus par lequel la mise en place du CAU donc, est passée jusqu'à ce qu'on en arrive aujourd'hui là. C'était pas un seul jour quand même, ni 2 jours, ni 3 jours, mais c'est plus un long processus jusqu'à en arriver là, et la population de Kaolack aujourd'hui en dispose. Si vous êtes victime de violences basées sur le genre, de violences sexuelles, et quel que soit le type des attouchements, que ce soit de la pénétration, quel que soit le type de violence sexuelle, maintenant vous n'êtes plus seul. Vous avez un endroit, parce que le silence d'abord protège les violeurs, les auteurs, le silence les protège. Et maintenant, le centre aujourd'hui permet aux jeunes, parce que beaucoup de jeunes Sénégalais, Sénégalaises et Sénégalais, donc ils avaient peur souvent d'aller dans les hôpitaux à cause des jugements. Donc, quand vous partez aux hôpitaux, au centre de santé, une maman vous voit là-bas, qu'est-ce qu'elle va dire? Et j'ai vu l'enfant de Diou Sangam au centre de santé. Est-ce qu'elle n'est pas en train de faire du planning? J'ai vu. Alors que la fille, peut-être avec le centre d'accueil unique Bintassar, je vous rappelle que c'est la police normalement qui va venir trouver la victime là-bas. C'est également, s'il s'agit d'une prise en charge médicale aussi, c'est le médecin, la sage-femme qui va venir trouver la victime, et il y a une chambre même pour garder la victime de manière temporaire. Donc c'est une grande opportunité quand même pour la zone centre, pour la région de Kaolack, qui connaît du jour au lendemain des violences sexuelles basées sur le genre, et les victimes n'ont pas où parler. Et quand vous parlez, on vous demande de vous taire. Maintenant, il n'est plus le moment de garder le silence. Si vous êtes victime de violences, allez au centre d'accueil unique, Bintassar, et le centre fait une prise en charge holistique. Maintenant, après avoir parlé de ce long processus, monsieur Abdoulaye Cissé, est-ce que vous pourriez revenir quand même sur, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à l'État? D'habitude, on voyait, si un projet vient, il met en place quelque chose, s'il part, le plus souvent, il n'y avait pas une suite favorable. Est-ce que vous avez pensé maintenant à notre modèle de pérennisation? Parfaitement. Cela a été quand même notre préoccupation fondamentale, puisque le centre a été construit, il faut le rappeler, dans le cadre du précédent programme de coopération bilatérale 2019-2024 qui est arrivé depuis le 1er août 2024 également. On a démarré un nouveau programme qui va couvrir la période 2024-2029. Alors, nous, notre souci principal était de mettre en place un centre qui ne disparaîtra pas avec le programme. Le programme arrive à terme en 2029. Au-delà de 2029, le centre doit être là, assumer quand même les pleins services qui lui sont dédiés. C'est pourquoi cela n'a pas été du tout facile, les discussions, les échanges avec les différents ministères, parce que le ministère de la Famille, au tout début, souhaitait qu'on construise le centre dans une structure lui appartenant, en l'occurrence au niveau des CEDAF. Mais quand on a fait toutes ces visites de benchmark, alors ils se sont rendus compte qu'au niveau international, ce qui se fait, c'était de mettre ces structures dans des centres de santé. Et finalement, il a été décidé
de construire le centre au niveau du centre de santé de Kasnack. Là également, c'était une préoccupation de Enabel. Si on construisait dans une structure appartenant au ministère de la Famille, alors ça allait être très compliqué de disposer de toute l'expertise nécessaire pour une prise en charge holistique. Alors c'est pourquoi on avait décidé de mettre en tout cas le centre d'accueil unique au sein d'une structure, au sein d'une structure publique. Parce que le centre de santé de Kasnack a été là avant Enabel. Le centre de santé de Kasnack sera là après Enabel. Donc, pour des questions de pérennité et de pérennisation, nous avions jugé nécessaire de mettre donc le CAU dans une structure publique. Même par rapport à l'affectation du personnel. Jusqu'à présent, ça tarde parce que pour le moment, on n'a pas encore un personnel permanent au niveau du CAU. On a un personnel provisoirement nommé par l'autorité administrative, en l'occurrence le gouverneur. Nous pensons que très prochainement, le ministère va nommer un personnel permanent. Mais ce qui a retardé ces différentes nominations, c'est justement pour des soucis de pérennisation. Parce qu'on ne peut pas quand même prendre aussi des gens, on les affecte, le programme paye, Enabel paye. Tant qu'Enabel est là, le personnel est là. Ouais. Mais dès que le projet termine, le personnel n'a plus de salaire et nécessairement, il va partir. Alors, nous, avec le ministère, ce qui a été convenu, c'est de nommer des fonctionnaires qui ont déjà des salaires. Nous ne voulons pas nommer quand même, comment dirais, des vacataires ou bien en tout cas un personnel non fonctionnaire qui risque pour des défauts de salaire de partir du jour au lendemain. Donc, peut-être là, c'est une difficulté que nous rencontrons jusqu'à présent, qui fait que pour le moment, on n'a pas encore un personnel permanent. Mais nous espérons que le ministère va très prochainement nommer un personnel donc permanent. Donc, pour des soucis véritablement de pérennisation, nous avions pensé qu'il serait bien, qu'il serait utile de construire le centre dans une structure de santé où l'offre de services est permanente. À chaque fois que vous allez dans une structure de santé, vous êtes malade, vous êtes souffrant. Bon, voilà, la prise en charge médicale s'offre de facto. Ouais. Donc, voilà, la victime qui vient essoufflée, la victime qui vient avec des souffrances, rapidement, le personnel médical va lever les urgences. Donc ça, je pense que c'est un élément extrêmement important pour des questions de pérennisation et de pérennité. Alors, vous avez entendu le mot genre. Beaucoup peut-être n'ont pas compris de quoi il s'agit. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, avec M. Abdou Laïsisi, qui est expert en genre au niveau de Enabel, qui va nous expliquer en termes très simples et très logiques c'est quoi le genre et l'historique. Si vous deviez nous expliquer la notion de genre, comment pourriez-vous l'expliquer à une personne à qui son niveau d'études n'est pas assez avancé? Merci Alassane pour cette très importante question. La notion de genre, de plus en plus, on en parle. Et le professeur Farsou Sarr avait l'habitude de dire que tout le monde se précipite de parler de genre pour éviter qu'on l'accuse de l'ignorer. Alors, beaucoup en parlent et ignorent totalement le contenu véritable de cette notion. On en parle, c'est un concept qui est galvaudé, un concept qui est mal compris. On en fait un concept fourre-tout dans lequel on met du tout et du n'importe quoi, comme j'ai l'habitude de le dire, alors que le genre est une notion à la fois sociologique et scientifique. Du simple fait, donc, que cette notion soit sociologique lui permet de revêtir un caractère scientifique, parce que la sociologie, par essence, est une discipline scientifique. Parce que quand on parle de sciences, il ne s'agit pas simplement des sciences dures, mais il y a ce qu'on appelle également des sciences molles, en l'occurrence les sciences sociales et les sciences humaines. Et la sociologie est une branche, donc, des sciences sociales, tout comme la psychologie est une branche des sciences humaines. Donc, la sociologie est une science, et au tout début même, les précurseurs de cette discipline parlaient de la notion de physique sociale, pour tout simplement donner une certaine dose de scientificité à cette discipline qui devait naître plus tard. Et les pères fondateurs en ont véritablement fait une discipline scientifique, en l'occurrence Émile Durkheim et Max Weber. Donc la notion de genre est une notion que nous étudions en sociologie.
Moi, j'ai fait le laboratoire genre et recherche scientifique de l'IFAN Cheikh Anta Diop, dirigé à l'époque par le professeur Fatou Sow. J'ai fait 5 ans au niveau de ce laboratoire où on a étudié quand même cette notion de long en large. Et la notion de genre, j'ai l'habitude de le dire, n'est pas une notion qui est venue fortuitement, en tout cas dans les débats. C'est une notion qui a connu une trajectoire d'évolution socio-historique. Avant le genre, il y avait des notions qui l'ont précédé. En l'occurrence, l'IFD. Avant le genre, on parlait de l'IFD. J'ai l'habitude de dire que l'IFD, en réalité, est la grand-mère de l'approche genre et développement. Parce que, après la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, en 1946, on a créé ce qu'on appelle la Commission de la condition féminine au sein même du système des Nations Unies. Et cette commission avait pour mission de travailler à ce que les femmes soient intégrées dans le processus de développement. Quand on parle de développement, il ne s'agit pas simplement d'un processus qui doit être porté uniquement par les hommes. Ça doit être porté et par les hommes et par les femmes. Et au sein des Nations Unies, donc, on a mis en place la Commission de la condition féminine qui devait travailler à intégrer les femmes dans ce processus de développement. Et la première approche qui avait été inventée à l'époque s'appelait IFD, Insertion des femmes au développement. D'ailleurs, rien que l'appellation de cette notion nous indique par rapport au niveau de pensée de l'époque, parce que quand on parle d'insertion des femmes au développement, qu'on appelait à l'époque IFD. Et il y avait des stratégies et des mécanismes donc, qui étaient mis en place pour voir comment faire pour que les femmes puissent participer au processus de développement. Et à l'époque, les stratégies qui étaient mises en œuvre, c'était véritablement d'aider les femmes, de les accompagner, de les assister. Et d'ailleurs, cette notion a été battue en brèche, a été critiquée du simple fait que c'était une notion qui était là pour assister. Et dans les théories du développement, on a l'habitude de le dire, l'approche assistentielle crée souvent ce qu'on appelle de la dépendance. Si vous voulez assister une personne, vous l'assistez dans tout ce qu'elle fait, vous limitez en fait ses marges de manœuvre. Alors finalement, il a été reproché à l'IFD d'être une approche assistentielle qui couvre les femmes, qui les empêche véritablement de développer leur potentiel et d'aller vers l'entrepreneuriat, voire vers l'autonomisation. Et finalement, cette approche a été changée vers les années 1975-1980 lors de la conférence internationale de Copenhague en 1980 au Danemark. Et on a inventé une nouvelle approche qu'on appelle le FED, Femmes et Développement. Avant, c'était IFD, critiqué, une approche assistentielle. Maintenant, c'est l'approche FED, Femmes et Développement. Alors, l'approche FED partait du postulat que les femmes n'avaient pas suffisamment de temps à accorder aux activités économiques. Alors, cette approche considérait que les hommes avaient beaucoup plus de temps. Le matin, tu te lèves, tu prends ton bain, ta prière, ensuite ton petit déjeuner et tu vas travailler. On parlait de Monsieur Forage et de Madame Moulin. Ouais. Monsieur Forage, Abdou Diouf, Madame Moulin, Elisabeth Diouf. Parce qu'à l'époque, on était dans l'approche FED. Il fallait véritablement aider les femmes à réduire le temps de travail investi dans la sphère domestique pour avoir un gain de temps et ce gain de temps l'investir dans les activités économiques. Et durant les années 90, 95, il y a eu une évaluation de l'approche. Quand on a fait l'évaluation, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est une approche également exclusivement orientée sur la femme. C'est pas bien. Une approche exclusivement orientée sur la femme. Les hommes n'étaient pas pris en compte dans cette approche. Et finalement, il a été proposé de réfléchir sur une approche qui va prendre et les hommes et les femmes. Et c'est dans ce contexte que l'approche genre a été préconisée. Et quand on parle de l'approche genre, on parle d'une approche transversale qui prend aussi bien en compte les préoccupations des femmes, mais également celles des hommes. Donc l'approche genre est née en réalité de tout ce processus, de l'IFD qui a été critiqué pour être
une approche assistentielle, du fait qui a été critiqué pour être une approche exclusivement orientée sur la femme, et de l'approche genre qui se veut d'être une approche transversale. Alors, pourquoi la notion de genre? Tout simplement, l'approche genre essaie de faire une analyse situationnelle. J'ai l'habitude de le dire. Un état des lieux pour voir le niveau d'accès des femmes aux opportunités, mais également le niveau d'accès des hommes aux opportunités. Et à partir de cette analyse situationnelle, cette situation de référence, l'approche genre essaie de proposer des stratégies correctrices. L'approche genre est toujours là pour corriger. Si ce sont les femmes qui sont défavorisées, et majoritairement et généralement, ce sont elles qui sont les plus défavorisées, il faut le dire, ça également, tous les indicateurs l'indiquent. Mais également, si les hommes sont défavorisés, l'approche genre doit faire en sorte de promouvoir également les hommes. C'est ça une approche transversale et une approche équitable, qui prend aussi bien en compte les préoccupations des femmes, mais également celles des hommes. Voilà en tout cas, pourquoi l'approche genre est venue. L'approche genre est là pour corriger des disparités, des inégalités qui affectent soit les hommes, soit les femmes, et qui essaie véritablement, à chaque fois, d'apporter des mesures de correction. Donc, au Sénégal, quand on parle de genre, souvent, on l'assimile à l'homosexualité, il faut oser le dire. Oui, surtout ça. Hein. Oui, les gens... de mettre un i quand même. Justement. Et pourtant, cela n'a rien à voir. Je suis revenu tout à l'heure sur le processus d'évolution de ce concept, la trajectoire d'évolution des différents concepts qui l'ont précédé, pour dire qu'en réalité, c'est une approche qui est orientée vers le développement. Et par rapport à la notion de genre et par rapport à ces différentes approches, chaque pays l'adapte par rapport à ses réalités. Et au Sénégal, j'ai l'habitude de le rappeler, l'ancien premier ministre Ousmane Sonko, quand il faisait sa déclaration de politique générale devant les représentants du peuple à l'Assemblée nationale, il avait dit que la vision Sénégal 2050 va être mise en œuvre dans une approche, dans une perspective genre. Et là, il a opéré une pause pour dire que quand on parle de genre au Sénégal, on fait allusion à l'homme et à la femme. Et au niveau du ministère qui porte en réalité cette politique, il a été clairement indiqué que quand on parle de genre au Sénégal, on fait référence à essentiellement deux aspects. L'aspect droits humains, égalité en termes de droits, mais également l'aspect développementaliste.